Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En Ansoms, Emarnieniesi Bizoka et Stef Van de Gent. Conjoncture de l'Afrique centrale est une publication annuelle du Centre belge de référence pour l'expertise sur l'Afrique centrale, CREAC, de l'Institut de politique du développement IOB, de l'Université d'Anvers, du Centre d'études du développement de l'Université catholique de Louvain, UCL, et du Musée royal de l'Afrique centrale, MRAC. Elle est publiée comme sous-série de la collection Cahiers africains, MRAC, par l'Harmattan Paris. Le volume annuel est mis en ligne en accès libre après un embargo de 12 mois sur https://www.eka-creac.eu. Chaque édition est gérée par une équipe de 3 éditeurs. Un professeur de l'Université catholique de Louvain, en Ansoms, un professeur de l'Université d'Anvers, choisi annuellement à l'IOB, et Emarnieniesi Bizoka, chercheur post-doctoral au CREAC, à l'Université catholique de Louvain et à l'Université d'Anvers. La direction de la présente édition a été assurée par En Ansoms, UCL et CREAC, Emarnieniesi Bizoka, CREAC, et Stef Van de Gent, IOB. Conjoncture de l'Afrique centrale présente une sélection de textes scientifiques de grande qualité, peer-reviewed, en lien avec l'actualité en Afrique centrale. 4 pays sont directement concernés par cette publication: le Burundi, la République démocratique du Congo rez-de-chaussée, le Rwanda et l'Ouganda. Les contributions peuvent également avoir trait à des développements régionaux. La série offre une analyse approfondie des tendances de la vie politique, économique et sociale en Afrique centrale. Les textes situent les évolutions et les événements contemporains dans leur ancrage historique, en faisant le lien avec la littérature internationale et en montrant la pertinence de ces tendances pour l'avenir de la région. Conjoncture de l'Afrique centrale est le fruit d'une fusion qui s'est opérée en 2017 entre 2 publications, Conjoncture congolaise, CREAC, MRAC, et l'Afrique des Grands Lacs, annuaire IOB. Celles-ci se sont accordées pour maintenir leurs points forts respectifs, c'est-à-dire offrir une série de textes scientifiques de grande qualité, en français ou en anglais, qui ont un lien avec l'actualité politique, économique et sociale en Afrique centrale et concernant les 4 pays cités plus haut. Ainsi, les partenaires de cette publication souhaitent faire de Conjoncture de l'Afrique centrale une plateforme pour les chercheurs du Sud et du Nord travaillant sur l'Afrique centrale en vue d'augmenter sa visibilité dans des milieux académiques, diplomatiques, de la coopération et autres. En effet, l'analyse des tendances actuelles de la vie politique, économique et sociale en Afrique centrale que présente le livre permettra d'évaluer la pertinence de ces évolutions récentes pour un avenir et un développement au bénéfice d'un plus grand nombre de populations de cette région. Cette année, les contributions de Conjoncture de l'Afrique centrale portent sur le Burundi, la rez-de-chaussée, le Rwanda et l'Afrique des Grands Lacs de manière générale. Une sélection s'est opérée parmi une centaine de propositions soumises, suite à un appel à contribution. Plusieurs de ces textes ont été écrits par des chercheurs africains, dont certains ont pu bénéficier d'une bourse de recherche qui leur a permis d'élaborer la contribution en question. Conjoncture de l'Afrique centrale vise à augmenter la visibilité des chercheurs de la région afin de valoriser les recherches en termes de publications scientifiques. Dans la première section, qui concerne le Burundi, les différents chapitres abordent des questions essentiellement politiques relatives aux forces de sécurité, CHAP. 1. Aux identités narratives Hutu et Tutsi, CHAP. 2. Aux politiques identitaires, CHAP. 3. Et enfin, à l'ethnicisation des mémoires dans les médias sociaux, CHAP. 4. Le premier chapitre, écrit par Gérard Birantamige, revient sur la crise politique au Burundi et questionne la politisation des forces de sécurité après une décennie de success story de la consolidation de la paix au Burundi. L'auteur montre comment, depuis le 26 avril 2015, date de l'annonce officielle de la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat, très vite contesté par les partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile, le Burundi est tombé dans une grave crise politique et sociale, 10 ans après la fin de la guerre civile. Entre autres institutions, cette crise a eu des effets néfastes sur le fonctionnement et la cohésion des forces de sécurité burundaises,
pourtant toujours considérée comme véritable vitrine de la mise en œuvre réussie de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé en 2000. Méthodologiquement, le chapitre se fonde sur la revue documentaire et sur une série d'entretiens menés auprès des acteurs politiques, militaires et de la société civile engagés dans la crise politique actuelle. En partant de la philosophie globale des réformes des forces de sécurité, il tente de soulever les défis d'une approche trop technique suivie au moment de leur implémentation, ouvrant la voie au développement et à la maturation des pratiques de re-politisation de ces forces de sécurité. Le paroxysme de cette politisation s'entrevoit en analysant les investissements des différents acteurs impliqués dans la crise actuelle pour s'assurer de la participation des forces de sécurité en faveur de leur camp. Questionnant les identités narratives Hutu et Tutsi au Burundi dans le 2e chapitre, Joseph Gatougou examine le mode narratif d'identification des Hutus et des Tutsis, à savoir l'identification par des histoires ou récits que des individus se racontent eux-mêmes ou que d'autres racontent à leur sujet. Les narrateurs considérés dans cette contribution sont principalement la famille, des anonymes, des occidentaux, des intellectuels burundais et une partie de la classe politique burundaise. L'objectif visé par cet examen est de montrer, d'une part, ce qu'il y a sous les concepts de Hutu et Tutsi, les non-dits et les visées des narrateurs, et d'autre part, les limites de ce mode identificatoire, dont l'artificialité et l'instrumentalité. La thèse ici soutenue révèle que les identités Hutu et Tutsi ne s'épuisent pas dans ce que les sujets individuels et collectifs se racontent, ou dans ce qui se raconte à leur sujet. Au problème de l'identification narrative de ces peuples est proposée cette solution. Passer d'une narration centrée sur la bipolarité Hutu-Tutsi à une narration inclusive avec la citoyenneté comme thème central. Traitant des politiques identitaires dans le Burundi d'après-guerre dans le 3e chapitre, Thomas Vanacker, Jean Muangaré et Otto Azael Magerano partent de l'observation selon laquelle, à partir de l'introduction des mesures de partage de pouvoir ethnique par l'accord d'Arusha, les dynamiques d'exclusion et de la violence politique opposent principalement des partis politiques et leurs membres, plutôt que des Hutus et des Tutsis. Dans l'arène politique d'après-guerre, les partis politiques les plus réussis sont ceux qui ont pu développer des sentiments d'identification avec le parti. À partir de l'analyse des répertoires et stratégies du CNDD-FDD, du FNL et du MSD, le chapitre montre tout d'abord comment ces identités partisanes sont construites et articulées. Ensuite, il s'agit d'examiner ce que signifient ces politiques identitaires partisanes pour les citoyens burundais. L'auteur démontre ainsi comment l'affiliation partisane est devenue un élément crucial dans la subjectivité politique des Burundais. Par ailleurs, il soutient la nécessité de prendre en compte non seulement des considérations stratégiques, mais aussi des motivations politiques pour comprendre ce phénomène. Finalement, le chapitre propose une évaluation de la manière dont le retour de l'ethnicité dans la mobilisation politique en 2015 joue un rôle dans les politiques identitaires partisanes. Enfin, dans le 4e chapitre, Antea Paviotti aborde la crise politique de 2015 et l'ethnicisation des mémoires dans les médias sociaux qui en a résulté. Le texte traite de la manière dont, au cours de cette crise, les références ethniques ont été employées par les entrepreneurs politiques dans le but de condamner les manifestations tout en mobilisant les tenants du parti. Il montre comment les médias sociaux ont été l'un des moyens principaux utilisés par les politiques pour diffuser leurs messages. Une arène politique virtuelle s'est ainsi développée où des répliques pouvaient être exprimées et où des confrontations pouvaient avoir lieu sans risque de censure ou persécution. Dans ce sens, ce chapitre se focalise sur le processus d'ethnicisation de la mémoire sur les médias sociaux. Il analyse la manière dont la mort du président Ntaryamira, le 6 avril 1994, a été commémorée sur Twitter pendant les 4 dernières années, avant et après le déclenchement de la crise de 2015. Sur cette plateforme sociale, les commémorations ont de plus en plus été utilisées pour accuser ou défendre une partie ou l'autre, en termes politiques ou ethniques. Cela a entraîné une polarisation entre groupes, qui ont commencé à se caractériser en termes ethniques. Par conséquent, un événement commémoratif qui n'était pas décrit en termes ethniques avant la crise de 2015 est graduellement devenu partie du patrimoine culturel et commémoratif exclusif d'un seul groupe ethnique.
Dans la seconde partie qui concerne la rez-de-chaussée, les textes reviennent sur les questions de politisation dans les transports publics, chap. 5. De la gestion des parcs nationaux, chap. 6. Des effets socio-écologiques de l'accaparement de l'eau, chap. 7. De la pression fiscale, chap. 8. Des liens entre l'agriculture et l'exploitation minière artisanale, chap. 9. De l'exploitation minière industrielle face à la gouvernance participative, chap. 10. Et enfin, des réformes et des éléphants blancs dans la gouvernance au quotidien, chap. 11. Plus particulièrement, en s'interrogeant sur l'instrumentalisation de la régulation des mototaxis à Kinshasa au service d'une gouvernance dans l'incertitude, du régime Kabila dans le 5e chapitre, Albert Maloukissa Nkoukou remarque l'essor des mototaxis dans beaucoup de villes de l'Afrique subsaharienne. Cela a lieu dans des contextes caractérisés par une profonde crise socio-économique et les défaillances des pouvoirs publics dans la fourniture du transport public. En examinant le cas de la ville de Kinshasa, le chapitre apporte un éclairage sur une dimension politique de ce mode de transport qui n'a pas été suffisamment développé dans la littérature. Il permet de montrer une situation ordinaire d'application de la loi, heures de travail et port de casque, et la façon dont les acteurs politiques s'en saisissent pour des intérêts politiciens et clientélistes. L'auteur révèle la manière dont le pouvoir en place a été fortement préoccupé par l'activisme politique des mototaximens en faveur d'une opposition redoutable, et comment, dès lors, l'instrumentalisation de la régulation est devenue un moyen pour entretenir une relation clientéliste avec un groupe de la population qui lui est hostile. Au moment où la police reçoit l'ordre de la haute hiérarchie pour la répression des mototaximens communément appelés VOA, une autre autorité publique faisant partie du même régime s'érige en défenseur des victimes de cette répression, lesquels sont ainsi invités à adhérer au parti présidentiel pour continuer à bénéficier d'une protection dont elles ont besoin afin d'exercer librement leurs activités. Dans le 6e chapitre, Billy Kambala Luadia Chikengela propose un retour sur les débats relatifs à la gestion des ressources naturelles par les populations locales. Il note que, d'une part, les discours conversationnistes mentionnent la destruction des ressources naturelles par les communautés locales, accusées de suivre par inconscience ou incapacité aux ressources naturelles, et considérées comme une menace pour la conservation. D'autre part, les développementalistes reconnaissent que ces communautés locales possèdent des connaissances traditionnelles, utiles à la conservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles. Il s'agit de savoir et d'un savoir-faire naturaliste accumulé, constituant un patrimoine culturel qui s'est transmis de génération en génération. Et mis à part leurs fibres écologiques, les communautés ont intérêt à protéger les ressources naturelles pour leur survie tant matérielle et sociale que culturelle. En rez-de-chaussée, la création d'espaces protégés et leur modernisation ont induit une gestion des ressources naturelles qui a souvent entraîné l'exclusion sociale et économique des communautés locales vivant autour de ces espaces. Alors que les débats scientifiques contemporains sur les questions environnementales posent la question du dialogue complexe entre les savoirs populaires et les savoirs scientifiques, pour une gestion durable des ressources naturelles, il s'avère donc nécessaire de discuter le postulat sur la destruction des ressources naturelles par les communautés locales, à défaut de quoi ce dialogue devient impossible. À partir d'une recherche de terrain auprès des communautés locales en périphérie du parc national de la Salonga, en territoire de Monkoto, ce chapitre montre que les communautés locales, sur la base de leurs savoirs locaux, participent malgré tout à la gestion des ressources naturelles et peuvent s'engager dans un dialogue permanent avec d'autres types de savoirs pour faire face aux multiples problèmes de gestion des ressources. Dans le 7e chapitre, Anuarit Bashidzi, Esther Kadetois et Hans Soms proposent une étude des effets socio-écologiques de l'accaparement de l'eau et de la déterritorialisation. Le chapitre relate comment, dans la mise en œuvre de la réforme minière en rez-de-chaussée, des concessions de milliers d'hectares ont été octroyées aux multinationales pour l'exploitation du sous-sol. Le but étant de réorganiser le secteur minier afin de booster la croissance économique. La réforme minière n'a pas pris en compte la connexion qui lie le sous-sol à d'autres ressources naturelles, notamment l'eau, les terres agricoles et la forêt. À partir d'une étude de cas du territoire de l'Uwinya, dans la province du Sud Kivu, ce chapitre révèle comment,
Après avoir été dépossédées de leurs terres par une entreprise minière, des populations locales ont également été privées de leurs ressources en eau. Des rivières ont été détournées, certaines asséchées et d'autres polluées. Le phénomène de l'accaparement de l'eau ainsi observé affecte négativement la situation écologique, sociale et économique au sein de communautés dont la vie dépend de l'utilisation de l'eau et des écosystèmes associés. Traitant de la pression fiscale et des normes pratiques au Sud Kivu dans le 8e chapitre, Bertin Nalukoma Irenge et Arnold Nyaluma Mulagano envisagent l'organisation décentralisée de l'administration fiscale en rez-de-chaussée, qui implique l'octroi aux provinces de moyens suffisants pour leur politique propre. Il en va ainsi des ressources fiscales qui comprennent des ressources propres au pouvoir central et celles des provinces. Leur mobilisation devrait avoir pour but d'assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics. Le chapitre montre cependant que, en rez-de-chaussée en général, et au Sud Kivu en particulier, on n'observe pas de corrélation entre la mobilisation et le but poursuivi. On note plutôt une aisance chez les hauts fonctionnaires et patrons de l'administration, et la misère chez les petits fonctionnaires et la population. Le mode de gouvernance revêt en effet un caractère de prédation, au mépris de l'intérêt général et de celui des agents publics. D'autre part, plusieurs impôts et taxes sont à la charge des opérateurs économiques, qui ne les supportent pas à cause de leur incidence sur le prix des biens et services, alors que le pouvoir d'achat local est trop faible. En outre, le traitement salarial des agents du fisc est tellement dérisoire qu'il ne leur permet pas de s'assurer une survie confortable. Ainsi, la pression fiscale, la mauvaise gouvernance et la vie difficile sont à la base d'un nouveau civisme fiscal en rez-de-chaussée, et en particulier au Sud Kivu. Ces conditions se trouvent également à l'origine de certaines pratiques d'adaptation qui ont pour effet de réduire la charge fiscale sur les opérateurs économiques, d'assurer la survie des agents publics et d'offrir sur le marché des biens et services à un prix accessible aux consommateurs. Le chapitre démontre que de telles pratiques se situent en marge de la norme officielle, non pas en raison d'une résistance à son application, mais car elles revêtent la forme d'une résilience. Il s'agit notamment du couloir de l'invisible, de l'entraide mutuelle, du partage des gains et de la catégorisation des marchandises et des opérations. En relevant les contraintes au développement de l'agriculture dans le territoire de Kalehe, à l'est de la rez-de-chaussée, dans le chapitre 9, Francine Iragi Mukotani pose la question de savoir si l'agriculture constitue une alternative à la mine artisanale. Un tel questionnement mène son auteur vers une analyse de l'organisation de l'agriculture, des contraintes auxquelles font face les agriculteurs et de la perception des exploitants miniers vis-à-vis de ce secteur d'activité. L'agriculture apparaît ainsi organisée selon une structure et des étapes bien définies, allant de l'acquisition du terrain à exploiter en passant par le processus de production jusqu'à la commercialisation. Dans cette organisation, les agriculteurs se heurtent à différentes contraintes techniques et institutionnelles qui les empêchent d'accroître leur production et leurs revenus. Malgré ces contraintes, les exploitants miniers seraient attirés par l'agriculture en l'absence de l'exploitation minière artisanale. D'abord, parce que la majorité des membres de leur famille pratiquent l'agriculture. Ensuite, parce que cette dernière assure l'alimentation de toute la communauté. Et enfin, étant la deuxième activité la plus pratiquée dans le milieu après l'exploitation minière artisanale, l'agriculture constituerait le premier choix en l'absence de celle-ci. Dans le 10e chapitre, Philippe Dounia Kabunga, Valentin Buroko et Daniel Zindula questionnent les stratégies d'adaptation des multinationales minières à l'ingénierie de gouvernance participative locale. Le chapitre part de la thèse selon laquelle la gouvernance participative locale peut déboucher sur l'instrumentalisation et le marketing politique des multinationales au bénéfice de certains acteurs. L'un des pièges de la gouvernance participative. C'est cela que ce chapitre tente de démontrer via le cas d'une multinationale minière, Banro Mining, face au forum communautaire de Luwinya, né dans le sillage des bouleversements locaux causés par l'implémentation de cette entreprise au Sud Kivu. Le chapitre explore les stratégies des multinationales pour s'adapter à l'ingénierie de gouvernance participative locale, susceptible de peser sur leurs intérêts. Au regard de ces stratégies, il s'est dégagé qu'à elle seule, l'entreprise minière ne parvient pas à assurer un cadre participatif. Elle recourt à d'autres puissances locales, notamment coutumières,
dont le pouvoir, essentiellement gérontocratique et paternaliste, pèse lourdement sur la gouvernance participative locale. Dans le 11e chapitre, Stéphane Maris revient sur la gouvernance au quotidien en rez-de-chaussée et examine les réformes et ses ratés, qu'il qualifie d'éléphants blancs au cours de la période 2011 à 2016. Les éditeurs de conjoncture congolaise avaient alors, à différentes reprises, choisi des titres qui montraient que pendant cette période, il y avait une divergence nette entre la reprise de l'activité économique et la trajectoire tortueuse de la politique, du moins en ce qui concerne les fonctions régaliennes de l'État, police, justice et armée. En rez-de-chaussée, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, dans son livre Qualité des institutions et résultats économiques en rez-de-chaussée 2016 ainsi que dans sa thèse doctorale, essaie de prouver que c'est surtout l'amélioration de la qualité des institutions, réforme et la bonne gouvernance économique qui explique non seulement la croissance, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population. À partir d'une série de questionnements, le chapitre révèle toutefois que le plaidoyer pro-domo de l'ancien Premier ministre congolais ne fait pas l'unanimité. Il convient tout d'abord de se demander si l'on peut parler de bonne gouvernance économique lorsque les fonctions régaliennes de l'État posent problème, s'il y a effectivement eu une amélioration durable de la qualité des institutions, ou si ces changements relèvent plutôt d'un discours officiel de bonne gouvernance, lequel dissimule les vrais mobiles des élites. Enfin, l'auteur cherche à évaluer cette gouvernance au quotidien ou gouvernance réelle, qui aboutit au niveau national à un arrangement politique spécifique en rez-de-chaussée. C'est surtout la deuxième question de recherche qui forme le nœud du chapitre et qui, à partir de données inédites sur l'apparition de nouveaux éléphants blancs, nourrit la discussion théorique et empirique de cette étude. La partie consacrée au Rwanda présente deux textes qui interrogent ces politiques rurales, tout d'abord à partir des formes de subjectivité que les politiques agricoles ont produites au cours de son histoire postcoloniale, chap. 12, et ensuite en se fondant sur une critique de la réforme foncière et ses conséquences sur l'accaparement des terres, chap. 13. Dans le 12e chapitre, Emarnie Nyezi Bizoka, Fiona Nziza et Ann Soms traitent de la gouvernementalité et de la production des subjectivités dans les projets agricoles à l'ouest du Rwanda depuis les années 1960. Ils critiquent la vision dualiste du développement rural au Rwanda, qui semble distinguer d'un côté les tenants de la modernisation agraire et de l'autre ses opposants. Très peu d'entre elles évoquent les effets de cette modernisation sur les projets de vie des paysans, ou encore sur leur subjectivité. C'est dans une telle perspective que s'inscrit ce chapitre, qui s'attache ensuite à mettre au jour la relation entre les projets de gouvernementalité et les subjectivités produites par les projets d'amélioration de la production agricole à l'ouest du Rwanda. Encadrant leur analyse dans une perspective historique, les auteurs cherchent à comprendre la production des subjectivités dans des contextes marqués par des formes de pouvoir gouvernemental au niveau global, d'abord développementaliste et ensuite néolibéral. Le chapitre met l'accent sur la manière dont ces différents projets politiques, dessinés progressivement au sein de plusieurs institutions internationales, ont affecté les sujets ruraux en influençant via l'État leurs projets de vie. Un tel constat permet de montrer que la production des subjectivités s'inscrit dans les contextes spatiaux et temporels des paysans, ce qui confirme l'idée selon laquelle les subjectivités sont des productions socio-historiques. Abordant la question de la sécurité foncière et de l'accaparement des terres au Rwanda après le génocide dans le 13e chapitre, Chris Huggins évoque l'importance fondamentale de la terre pour la population du Rwanda et l'État rwandais. Cette ressource demeure immensément précieuse dans un pays densément peuplé. Le chapitre montre qu'actuellement, la sécurité foncière est particulièrement importante dans la mesure où la terre agricole joue un rôle central au sein du programme ambitieux de croissance économique au niveau national. L'auteur indique qu'en comparaison à d'autres États subsahariens, le Rwanda dispose d'une forte capacité à surveiller et réglementer les activités de ses agents locaux ainsi que des citoyens ordinaires. Il est peu probable que l'État tolère une saisie des terres
pure et simple dans le sens d'une acquisition illégale par intimidation et/ou corruption. L'enregistrement des parcelles à travers le pays et la délivrance de baux de terre aux propriétaires fonciers peuvent potentiellement réduire l'accaparement pur des biens fonciers. Néanmoins, le texte révèle qu'en même temps, l'État rwandais post-génocide a été disposé à limiter les droits fonciers des citoyens dans certaines conditions, et que l'ampleur de l'accaparement des terres depuis le génocide de 1994 est loin d'être négligeable. Afin de bien comprendre comment les droits à la terre changent au Rwanda de nos jours, il semble tout d'abord important de considérer les facteurs structurels et les événements historiques qui influencent la sécurité foncière du pays. Le chapitre présente alors une typologie de l'accaparement des terres, et traite ensuite des divers facteurs qui déterminent les efforts de l'État pour limiter la spoliation des terres. Enfin, en ce qui concerne la région des Grands Lacs, un chapitre revient sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, chap. 14, et un dernier sur les déterminants de l'efficience des institutions de microfinance, chap. 15. Abordant les leçons de la région des Grands Lacs relatives à la limitation du nombre de mandats présidentiels dans le 14e chapitre, Philippe Rentiens dévoile une forte corrélation entre, d'une part, la limitation du nombre de mandats présidentiels et son respect et d'autre part, la qualité de la démocratie au Burundi, en rez-de-chaussée, au Rwanda et en Ouganda. Il montre que dans chacun de ces pays, l'indice composite de la démocratie, IDC, est plus bas que dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Tous les quatre ont abrogé, formellement ou informellement, la limitation du nombre de mandats, soit par révision constitutionnelle, Rwanda et Ouganda, soit par interprétation constitutionnelle, Burundi, soit encore par absence d'élection présidentielle, rez-de-chaussée. Ainsi, le chapitre décrit tout d'abord comment et dans quelles circonstances la limitation a disparu de jure ou de facto. Une analyse de la réaction des opinions nationales à cette évolution est ensuite dressée. En outre, l'auteur explique les différences entre les quatre pays sur la base de la capacité de répression et la cohérence des régimes, ainsi que de la culture et l'expérience historique de l'opinion. Il constate également que l'impact de la communauté des bailleurs est limité, voire inexistant. Ensuite, le chapitre examine les stratégies développées par les régimes et leurs conséquences: centralisation, personnalisation, spoliation et corruption du pouvoir. Il est enfin constaté qu'une longue tenure à la tête de l'État, couplée à l'absence de perspective de succession, engendre des risques de conflits et de violence. Finalement, consacré à l'analyse des déterminants de l'efficience dans les institutions de microfinance, IMF, de la Communauté économique des pays de l'Afrique centrale, CEEAC, le 15e chapitre tente de manière complémentaire de mesurer les scores d'efficience des IMF, d'une part, et d'identifier les déterminants de l'efficience financière et sociale, d'autre part. Les auteurs, Moïse Amissi Sambili, Edi Balemba Kanyori, Paulin Mbek, Prince Wasinda Kuma, René Baloukou Miki et Christian Kamala Kagoma postulent que très peu d'IMF sous analyse sont efficientes, et cela quelle que soit l'approche utilisée. Les résultats révèlent que 4 variables expliquent significativement l'efficience financière: la capitalisation des IMF, le portefeuille à risque par, le coût par emprunteur ainsi que la rentabilité de l'institution. L'étude soutient aussi que l'efficience sociale s'explique significativement par 3 variables principales: la productivité des agents de crédit, la taille des IMF ainsi que l'âge de celles-ci. 1. Burundi. Crise politique au Burundi. Vers des forces de sécurité politisées après une décennie de success story. Gérard Birantamige. En cas de manifestation spontanée, il y a risque que les forces de l'ordre se désintègrent. En effet, les ex-FDD peuvent sentir une menace contre le pouvoir du système CNDD-FDD et vouloir voler à son secours. De leur côté, les ex-FA peuvent être manipulés par l'opposition pour ne pas inquiéter les manifestants. Une telle situation peut conduire à la bipolarisation des corps de défense et de sécurité. SNR 2015/6. Introduction. L'actuelle crise politique au Burundi est liée à la volonté du président Nkurunziza et de son parti, le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD,
de briguer un troisième mandat considéré par certains acteurs comme contraire à l'esprit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi de 2000 et de la Constitution du 18 mars 2005. Si l'accord d'Arusha reste sans ambiguïté sur la question de la limitation à 2 des mandats présidentiels successifs, accord d'Arusha 2000, AR. 7.3, la formulation de la même disposition dans la Constitution, elle, prête à confusion. L'article 302 évoque l'élection au suffrage indirect pour le premier mandat de la période post-transition ayant commencé en août 2005, tandis que l'article 96 souligne le suffrage universel direct pour les 2 mandats autorisés. Tout compte fait, les 2 textes limitent à 2 le nombre de mandats successifs pour tout président burundais. Néanmoins, l'article 302 de la Constitution a donné les armes à la Cour constitutionnelle saisie au fond par 14 sénateurs à la suite de la contestation de la candidature de Nkurunziza, Nimpagaritse et Parmentier 2015. L'arrêt de la Cour constitutionnelle RCCB 303 du 4 mai 2015 a été sans appel et a validé la candidature du président sortant à un 3e mandat. Pourtant, beaucoup d'acteurs de la vie politique burundaise, qu'ils soient du parti présidentiel, Madairisha 2015, lettre des cadres du CNDD-FDD 2015, des services gouvernementaux SNR 2015, des activistes de la société civile, OSCHTM 2015 ou des églises, RFI 2015, s'y étaient opposés pour limiter les aspirations de Pierre Nkurunziza à ce 3e mandat. Enfin, les acteurs de la communauté internationale ont aussi exprimé leur inquiétude quant au processus électoral miné par ce débat sur le 3e mandat, et se sont retirés du processus de monitoring électoral, RFI 2015, ou ont suspendu leur coopération avec le Burundi, Cameroun 2015. Seules la Chine et la Russie sont restées favorables à l'évolution du processus politique en cours au nom du respect du principe de la souveraineté des États, Ruggiero 2015. Au bout du compte, nous avons tous assisté à un environnement préélectoral faisant virer au rouge tous les signaux pour des élections libres et apaisées. L'épreuve de force semblait de plus en plus répondre à l'inconnu du 3e mandat, ICG 2015/7-9. Ainsi, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile, rassemblés dans les mouvements Arusha et Halt au 3e mandat, ont-ils annoncé des manifestations pour pousser le président à ne pas se représenter. Dans la fraîcheur de cet appel à manifester, les autorités militaires et policières ont annoncé que ces organisations voulaient raviver la haine et la guerre, Ndikumana 2014. Si de droit, la police pouvait mettre en garde les manifestants au regard des dispositions légales en vigueur, loi sur les partis politiques, loi sur les manifestations publiques, loi sur les associations sans but lucratif au Burundi, il convient de relever, dans le cas d'espèce, une fuite en avant qui aura remis en cause la neutralité et l'apolitisme des forces de sécurité pour 2 raisons principales. La première est organisationnelle, et a trait au fait que la police et l'armée se sont mises ensemble pour faire une déclaration commune alors que ces 2 corps ont constitutionnellement des missions différentes en matière de sécurité intérieure. La seconde est opérationnelle, et porte sur le fait que ce soit le chef d'état-major de l'armée qui ait lu la déclaration alors que l'armée intervient exceptionnellement dans le maintien de l'ordre public, en appui à la police nationale sur réquisition formelle de l'autorité habilitée, loi 2004, art. 9, loi organique 2017, art. 15. Aux yeux des activistes de la société civile et des politiques de l'opposition, ce communiqué a ramené à la surface le débat sur la réforme des forces de sécurité et partant, aurait tracé la voie vers leur repolitisation. Bien plus, à quelques mois des échéances électorales, le chef du service des renseignements a sorti une note de conseil au chef de l'État, qui relevait une probable implosion des corps de défense et de sécurité en cas de 3e mandat, SNR 2015/6. Tous ces faits attestaient d'un malaise qui couvait depuis un certain temps, et que les manifestations et leur répression n'ont fait qu'extérioriser. La répression sanglante des manifestations et les attaques contre les forces de l'ordre ont fait, selon la police, plus de 374 morts et 368 blessés au niveau des populations civiles ainsi que 77 policiers tués et 367 blessés, Manirakiza 2016. Cette répression, tout comme la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, ont dévoilé les limites de la success story, de la réforme des corps de défense et de sécurité,
considéré comme la vitrine du succès de tout le processus de paix au Burundi, Frey et Bossoff 2005, MROP 2015, Willen 2016, ICG 2017. Il s'agit néanmoins d'un succès qui fait l'objet de nombreuses critiques émanant de différents acteurs intéressés par la SSR au Burundi, notamment au sujet de la volonté politique de mener des réformes conformément à l'esprit de l'accord d'Arusha, Nindora 2007, l'absence de la capacité d'identification des réformes à mener au regard de la réalité du contexte politique et institutionnel, CIGI 2009 sur 5-7, 2010 sur 6-7, les violations des droits de l'homme orchestrées par les nouveaux corps de sécurité, Human Rights Watch 2012, Amnesty International 2014, CENAP 2015, ou encore la qualité d'appropriation nationale des réformes, ISAT 2014, Birantamish 2014. La crise politique de 2015, qui n'a pas manqué d'affecter profondément les corps de sécurité, ICG 2017, semble montrer les limites de ce succès et soulève une série d'interrogations à la fois sur l'intégration et la réforme des forces de sécurité au Burundi. Comment comprendre que des forces de sécurité considérées comme la vitrine de la réussite du processus de paix puissent si facilement sombrer, et dans la répression des opposants et dans la rébellion contre l'État, en foulant aux pieds les principes de leur nouvelle identité, neutralité, apolitisme, professionnalisme? Est-ce qu'en ayant recours aux forces de sécurité, les acteurs politiques n'ont pas ressuscité les vieux démons de l'implication directe des forces de sécurité dans le jeu politique? Ce chapitre cherche à répondre à ces questions en focalisant dans un premier temps notre attention sur l'apport de l'accord d'Arusha, dans la philosophie globale ayant permis le succès du processus de réforme des forces de sécurité après la guerre civile. Dans un second temps, à partir des faits observés tout au long de la décennie post-guerre civile, nous tentons de relativiser le succès annoncé en montrant qu'en privilégiant une approche technique dans les réformes, le développement et la maturation des pratiques de repolitisation des forces de sécurité ont été favorisés. Enfin, dans un dernier temps, nous analysons le processus d'affermissement de cette repolitisation à travers l'investissement fait par différents acteurs impliqués dans la crise, qu'ils soient du camp du président Nkurunziza ou des différentes oppositions politiques et citoyennes. Sur le plan méthodologique, nous fondons notre analyse sur la revue documentaire et sur une série d'entretiens que nous avons réalisés auprès d'acteurs politiques et militaires, et de la société civile résidant à l'étranger, entre le 1er juin et le 21 août 2017. Le choix de ces acteurs est lié au rôle qu'ils ont joué dans la crise politique ayant commencé en avril 2015. Cependant, nous déplorons le fait que, pour des raisons de sécurité précaires prévalant au Burundi, nous n'avons pas pu interviewer les acteurs politiques, militaires et de la société civile résidant au Burundi. Cela aurait pu éventuellement nous donner une autre opinion sur le phénomène que nous analysons. 1. L'accord d'Arusha et son implémentation au cœur de la success story. Dans sa partie consacrée à la nature du conflit burundais, l'accord d'Arusha place ses racines dans la gestion du pouvoir politique depuis l'indépendance, marquée par l'exclusion d'un groupe ethnique, les Hutus. De fait, d'une part, les massacres interethniques observés depuis l'indépendance résulteraient de l'accumulation des frustrations chez les populations Hutus exclues de la gestion de l'État. D'autre part, il s'expliquerait par la volonté des élites Tutsis qui, s'appuyant sur les corps de sécurité, ont cherché à contrôler l'État et ses ressources matérielles et symboliques. Cette marginalisation des élites Hutus ne pouvait qu'accentuer l'esprit de revendication et de conquête, surtout par la voie armée, d'abord par le Palipé Hutu en 1982, Alfieri 2016, et ensuite le CNDD-FDD consécutivement à l'assassinat, en 1993, du premier président Hutu Melchior Ndadaye, Nindora 2012. La guerre civile et le cortège de problèmes, flux de réfugiés, attaques de rebelles et représailles de l'armée, embargo économique, etc., ont incité les acteurs politiques et militaires à repenser la manière de garantir un avenir pacifique au pays en s'assurant que les majorités et les minorités tant ethniques que politiques puissent se sentir protégées par les mêmes forces de sécurité. Cet accord a le mérite d'avoir jeté les bases de l'intégration, de la gestion politique et des réformes nécessaires à leur professionnalisation. 1.1. De la décrispation à l'intégration, l'alchimie des quotas ethniques.
Dans le troisième protocole consacré à la paix et la sécurité pour tous, l'accord d'Arusha engrange le processus d'intégration des combattants et annonce les réformes pour asseoir de nouveaux corps de défense et de sécurité par la formulation d'un régime de sécurité humaine, centré sur l'institutionnalisation des normes d'une paix intra-étatique. Cette paix, qui comprend notamment le respect des droits de la personne humaine, la prévention du génocide et du nettoyage ethnique, et l'interdiction de la force comme moyen d'accès et de maintien au pouvoir, ne peut être une réalité que si et seulement si les corps en charge de la sécurité cessent d'être un facteur d'insécurité et de violence. Accord d'Arusha 2000/58-62. D'où la priorité qui a été accordée à la formulation des principes relatifs aux corps de défense et de sécurité, afin de refléter la volonté résolue des Burundais en tant qu'individus et en tant que nation de vivre égaux dans la paix et l'harmonie, et d'être à l'abri de la peur, sous-entendu de l'autre. La primauté a été donnée aux quotas ethniques dans le processus d'intégration des membres d'anciens mouvements et de partis politiques armés, PMPA, au sein de la Force de défense nationale, de la Police nationale et du Service national des renseignements, 3 corps institués par cet accord. En principe, l'accord ne pose nulle part explicitement que cette composition paritaire vise à répondre aux interrogations de défense des intérêts existentiels des communautés Hutus et Tutsis impliquées dans le conflit. Accord d'Arusha, 69. Néanmoins, sauf pour le cas du Service national des renseignements où l'accord reste muet pour des raisons de discrétion, les articles 11 al 4d, 14 al 1g et 14 al 2e évoquent de manière explicite que 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier ne doivent pas être dépassés. Les accords de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et le CNDD-FDD, principale rébellion à l'époque, posaient quant à eux les quotas selon la provenance des combattants. Il a été souligné que 60% des officiers de la nouvelle force de défense nationale reviendraient aux ex-FAB, et 40% au FDD au sein de l'état-major intégré, et que la parité dans les postes de commandement de la nouvelle force de défense nationale devrait être observée. Par ailleurs, la nouvelle police nationale et le nouveau service des renseignements devraient comprendre 65% des anciennes forces gouvernementales et 35% des FDD, accord de Pretoria 2003. Ces quotas ont permis de décrisper l'atmosphère de suspicion mutuelle sur la question des massacres ethniques et du génocide, mais aussi celle du coup d'État comme modalité d'accès au pouvoir. Contre toute attente, l'intégration des milliers de combattants Hutus et la démobilisation des FAB de milliers de Tutsis n'a pas connu d'incident particulier. Ce fut aux yeux du monde un grand succès dans l'implémentation d'un accord de paix et dans la formation des institutions de sécurité cohérentes, manifestant une importante dimension ethnique, SAMI 2012. 1.2. Le développement des relations civilo-militaires, comme mécanisme de dépolitisation. La gestion politique de ces forces de sécurité est structurée dans cet accord à travers les relations civilo-militaires fondées sur un contrôle objectif, c'est-à-dire une nette délimitation entre les rôles et les sphères politiques et militaires. L'accord mentionne le principe reditionnel des corps de défense et de sécurité envers le pouvoir civil légal. À ce sujet, la Constitution qui émane de cet accord de paix stipule que ces forces de sécurité sont subordonnées à l'autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements. Constitution 2005, art. 46. Ce principe a permis de transcender les idées reçues qu'un Hutu ne pouvait pas être commandant suprême des corps de défense et de sécurité, une idée qui avait nourri les ressentiments des groupes armés depuis l'assassinat du président Ndadaye et le coup d'État contre le président Ntaye Bantunganya, tous deux Hutus. Le deuxième aspect de ces relations civilo-militaires est le contrôle parlementaire. Dans l'esprit de l'accord d'Arusha, la Constitution de 2005 qui en est issue a consacré la mise en place au sein du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, de 2 commissions chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément au texte législatif en vigueur et au règlement du Parlement. Constitution 2005, art. 243. Le Sénat a été spécifiquement chargé de veiller au respect des équilibres ethniques au sein de ces corps, idem, art. 257. Cette ouverture du champ sécuritaire aux acteurs civils a permis aussi une implication accrue des organisations publiques et privées,
pour faire le monitoring des activités mises en œuvre par les forces de sécurité. De manière globale, si certaines organisations de la société civile et des médias, comme la Ligue ITK, avaient initié dans le temps le monitoring des services publics de sécurité, c'est à partir de 2005 que les organisations publiques des droits de l'homme, les organisations de la société civile ainsi que les médias ont commencé à rapporter ou à avoir un œil regardant sur les activités de l'armée, de la police et des services de renseignement. Entre juin et août 2006, par exemple, l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues APRODH a fait des révélations sur l'assassinat des militants FNL dans le camp militaire de Mukoni, au nord du pays, Mbonimpa et Kaburaï 2017 sur 69-77, Human Rights Watch 2006 sur 20-21. Le journal Iwaku a mené une série de reportages sur les rébellions formées au lendemain des élections de 2010, Iwaku 2012, et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOME, a produit des notes sur les malversations des fonds issus de la participation des troupes burundaises à la mission africaine de maintien de la paix en Somalie AMISOM, OLUCOME 2016. Progressivement, comme on peut le voir, ces institutions sécuritaires ont été soumises aux normes de transparence et de redevabilité prévues dans la Constitution 2005, art. 143. L'accord d'Arusha garde le mérite d'avoir tracé les contours tant de la structure, de la composition, que des réformes envisageables. La communauté internationale appelée à appuyer le Burundi dans sa quête de consolidation de la paix a de toute évidence embrayé sur ses principes et besoins exprimés dans l'accord. 1.3. La réforme des corps de sécurité, un vrai succès ? Beaucoup de critiques ont été formulées sur la réforme des corps de défense et de sécurité au Burundi. Néanmoins, d'aucuns reconnaissent que le succès de l'implémentation de l'accord de paix d'Arusha et des différents accords de cessez-le-feu en dépend. Nous situons l'histoire du succès de la réforme des forces de sécurité autour de 3 aspects. Le premier est celui de l'intégration des anciens combattants des PMPA au sein des 3 corps mis en place au lendemain de la signature de l'accord global de cessez-le-feu en 2003. L'intégration des anciens combattants, qu'ils soient de l'ancienne armée ou des anciens PMPA, a permis la transformation des anciens ennemis, Willen 2016, en fondant les 2 groupes en un corps d'armée, de police ou de renseignement. Pratiquement cela s'est fait sans heurts, contrairement à l'implémentation d'autres processus d'intégration observés au lendemain des conflits armés internes, MROP 2015 sur 27-28. Le second aspect qui explique le succès de cette entreprise est le passage du combattant au citoyen à travers le processus de démobilisation et de réinsertion socio-économique. Frey et Bossoff 2005 sur 149, Porto, Alden et Parsons 2007 sur 137-158, U20 2009. Les démobilisés, anciens combattants des PMPA ou anciennes forces régulières, ont globalement fait l'adieu aux armes même si certains ont été impliqués dans des forfaits, Pézard et Florquin 2007. La création de la FDN, de la PNB et du SNR a permis, d'un côté, la refonte des effectifs militaires et la recomposition des effectifs de la police et du service des renseignements suivant l'esprit des accords politiques et des protocoles techniques, notamment l'accord technique des forces. L'excédent a été soumis au processus de réinsertion dans la vie civile. De l'autre, la création de ces 3 corps a exigé le retour dans les casernes, Ndayegemi 2012, appelant les anciens ennemis à mener une vie commune, à exercer leurs prestations dans les mêmes conditions matérielles et surtout à protéger ensemble les communautés Hutu et Tutsi. Enfin, le troisième aspect du succès ce sont les réformes qui ont été introduites pour rendre ces corps de sécurité plus professionnels et les projeter à l'international. CENAP 2014 sur 81-116. Les 3 corps, surtout l'armée et la police, ont reçu des formations d'harmonisation dans un premier temps, pour ensuite s'engager dans un processus global de développement du secteur de la sécurité, BAL 2014. Ces différentes formations leur ont procuré l'acceptation dans les opérations de maintien. Willen, Ambrosetti et Birantamish 2015, Willen et Birantamish 2015. Néanmoins, la crise de 2015 a révélé les failles de ce succès. 2. Le défi des approches techniques initiées et la maturation des pratiques de repolitisation.
L'apport de la communauté internationale dans le succès décrit a été fondamental. Birand Tamish 2014 sur 394-404. Elle a mobilisé les outils nécessaires en termes d'expertise et de moyens financiers. Beaucoup de projets d'appui à la professionnalisation et au développement du secteur de la sécurité ont été initiés au sein de la FDN et de la PNB, Birand Tamish 2014. Cependant, deux facteurs semblent avoir miné la reconstruction de ces corps de sécurité si bien que la crise politique actuelle y trouverait son substrat. D'une part, il s'agit de l'approche trop technique utilisée par la communauté internationale qui a favorisé des résultats trop statistiques, expliquant par ailleurs le succès de l'intégration. D'autre part, il y a également les spéculations des acteurs politiques et militaires locaux pour continuer à contrôler les anciens combattants intégrés ou démobilisés. Les deux facteurs peuvent être considérés comme des limites à la réussite de la consolidation des forces de sécurité sur le long terme et les signaux rouges de la repolitisation. Trois pratiques observées expliquent en profondeur que l'intégration a réussi plus en apparence qu'en réalité et que les forces de sécurité sont restées hétérogènes, surtout suite au comportement des acteurs politiques et militaires du CNDD-FDD. 2.1. Les associations des ex-FDD des CDS, cas de l'AMIPROS Nonoka. La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005, dans son article 244, B, D et E oblige les corps de défense et de sécurité à observer la neutralité par rapport aux activités politiques. Pourtant, malgré les dynamiques organisationnelles initiées au sein de ces forces afin d'asseoir une intégration parfaite, telles que les messes des officiers et des sous-officiers, les cantines pour la troupe ou encore les lieux de loisirs comme les terrains de sport, les anciens FDD, en connivence avec les acteurs politiques issus des rangs de ce mouvement, ont préféré créer des cadres d'action politique et récréative propres à eux, Rufai-Kiri 2016 sur 23-24. Le cas de l'amicale pour la promotion du sport AmiPro Nonoka est assez emblématique pour être souligné. Cette association sportive, considérée comme le début de la repolitisation des CDS, a été créée pour rassembler tous les officiers ex-FDD actifs au sein des CDS, obligeant implicitement ces derniers à déserter les cadres holistiques de socialisation et d'intégration. En cela, cette initiative pose la question de la valeur ajoutée des différentes formations de professionnalisation reçues tout au long de la décennie, par rapport au type de comportement qui s'est progressivement développé consistant à garder le cordon ombilical avec les partis politiques. Si l'AmiPro Nonoka peut être considéré comme la partie immergée de l'iceberg, les causes profondes sont à trouver dans l'approche trop technique développée par les acteurs internationaux dans le cadre des différents projets d'appui à l'armée et à la police négligeant le contexte politique antérieur. Sur le plan de l'analyse politique, ce genre de comportement des ex-FDD ne relève pas moins d'un effet de professionnalisation sans dépolitisation. Au fond, ce fut une professionnalisation de façade pour plusieurs raisons. D'abord, que ce soit à la police nationale ou à la FDN, il a été organisé dans la foulée du processus d'intégration des combattants des PMPA, qualifié par euphémisme de formation d'harmonisation subventionnée par la communauté internationale, Nations Unies, coopération militaire belge, coopération néerlandaise, coopération britannique. Ces formations, qui peuvent être considérées comme la première marque de naïveté de la communauté internationale, ont été marquées par l'absence d'un préalable cadrage d'itinéraire des gens à former. Tous les anciens combattants devant intégrer les organes de sécurité n'avaient pas le même bagage initial pour suivre les formations prévues par les différents partenaires techniques et financiers. Mis à part la langue de travail qui constituait un handicap sérieux pour les anciens rebelles, le fait que les bailleurs de fonds aient recouru à des experts, parfois des académiciens en déphasage avec le monde militaire et policier, freina l'harmonisation requise en vue de s'insérer dans le nouveau métier avec l'éthique exigée, Birand Tamish 2014 sur 296-297. Par ailleurs, cette absence de véritable dépolitisation est aussi liée à l'estime de soi et aux tensions qui naissent de l'exercice du métier de policier ou de militaire. D'une part, la dépolitisation aurait dû permettre aux militaires et policiers de s'écarter des trajectoires historiques en tant que membres de l'ancienne force régulière ou rebelle.
D'autre part, la dépolitisation, pour être effective, doit être sous-tendue par l'intégration d'un nouvel ethos du métier ou de la profession, Fusilier 2011 sur 97-109. Or, les acteurs externes et les acteurs locaux impliqués dans les différents projets d'appui à la réforme ont accordé peu d'importance à la psychologie du personnel formé. La lecture des statistiques du personnel formé fournies par le projet d'appui à la PNB, par exemple, révèle une grande méfiance vis-à-vis de ces formations. En ce qui concerne les anciennes forces de sécurité gouvernementales, l'harmonisation s'adressait aux anciens rebelles qui n'avaient pas un niveau requis. À titre d'illustration, en 2012, le recensement montre que plus de 300 policiers ne savaient ni lire ni écrire, MSPCTB 2012 sur 10. De leur côté, les anciens rebelles ont toujours considéré ces formations comme une manifestation de l'arrogance des anciennes forces dominées par les Tutsis. En outre, les formations étant tenues dans une langue dont les principaux intéressés n'ont pas la maîtrise, n'ont suscité que peu d'engouement. Enfin, l'attribution des grades et les nominations aux hautes fonctions au sein de l'armée et de la police ont également généré l'indignation des anciens rebelles, pour qui participer à ces séances de mise à niveau revenait à se dégrader. Birand Tamish 2014 sur 314. Autant dire que malgré les structures en charge d'assurer les formations, Commissariat de la formation à la PNB, État-major formation à la FDN, il n'y a jamais eu d'adéquation entre les besoins de formation et de promotion au sein des deux corps. La promotion du personnel, surtout des officiers des services de la PNB et de la FDN, ne reposait pas sur les critères de compétences et de capacités renforcées. Les policiers et ou les militaires qui sont portés à la tête de ces structures de commandement et de gestion, et pour lesquels les acteurs externes organisaient ces formations, ont été promus dans le cadre d'équilibres politiques et ethniques complexes issus des accords de paix auxquels se sont ajoutés les équilibres partisans relatifs aux différents groupes de belligérants. Cela revient à souligner, à la suite de Serge Mirailov, que les institutions étatiques sont réparties à titre de butin entre des factions dont on cherche à obtenir le soutien ou la neutralité, Mirailov 2011 sur 41. La formation bute sur les effets induits par ce type d'organisation un peu atypique. La crise préélectorale de 2015 a ainsi révélé qu'il n'y avait pas d'armée ou de police mouesse par l'éthique du métier, mais des corps aux rangs profondément fissurés, Benetti 2015. 2.2. Le processus de récupération des anciens combattants ou l'échec du DRR. Le processus DDR, décrit dans l'accord d'Arusha comme l'une des mesures visant à la paix durable, a été l'œuvre d'acteurs burundais mais aussi de la communauté internationale à travers un fonds commun, MDRP 2010. Tel qu'il a été conduit, il reste d'emblée trop risqué de parler d'un véritable processus de DDR pour trois raisons principales. La première est relative au premier D, c'est-à-dire le désarmement. Ce processus a été engagé en réaction à un important groupe armé toujours en action au Burundi, à savoir le Palipeutu FNL d'Agathon Rwasa, qui ne signera le cessez-le-feu qu'en 2006. Bien plus, la remise des armes n'était même pas une condition sine qua non du DDR. Tel que cela ressort des dispositions du plan d'opération conjoint pour le désarme, la démobilisation et la réintégration, les ex-PMPA avaient argué que tous les combattants ne disposaient pas de leurs armes propres. Cela préfigure que certaines armes, surtout les armes lourdes, n'avaient pas été remises, CENAP 2010 sur 31-32. Serge Rumin met en lumière ce constat en indiquant que sur 28 383 personnes ayant perçu les indemnités de démobilisation, seules 1570 armes légères avaient été récupérées. Rumin 2012 sur 78. En 2007, une enquête menée conjointement par Small Arms Survey et la Ligue ITK révèle que plus de 100 000 ménages burundais possédaient encore des armes, en dépit des campagnes de désarmement de la population civile organisées par le gouvernement, Pézard et Florquin 2007 sur 2, CENAP 2010. En somme, cet environnement de l'immédiat post-conflit prédisposait les ex-combattants à un retour à leur vie normale de combattants étant donné qu'ils pouvaient être récupérés par la faction encore active, voire s'internationaliser au regard des mouvements actifs dans le Kivu congolais à l'époque. Cela ne pouvait que remettre en cause le second D, c'est-à-dire la démobilisation. Et c'est la seconde raison. En effet,
Au cours de la période allant de 2005 à 2010, beaucoup d'anciens combattants, ex-PMPA et ex-FAB, ont été instrumentalisés par les entrepreneurs politiques. Il y a eu des velléités de formation de rébellion, surtout au lendemain des élections de 2010. La démobilisation a suivi un schéma trop technique. Rassemblement, identification et remise d'une carte d'identité, distribution par tranche d'un pécule de démobilisation équivalent à 18 mois de salaire suivant le grade du démobilisé. La démobilisation étant un processus qui doit se focaliser autant que faire se peut sur la psychologie du combattant, il a été constaté que peu de temps et de moyens ont été consacrés à la préparation psychologique du soldat, appelé à regagner une vie différente à celle menée depuis une décennie, U20 2007. Les communautés n'étaient pas non plus mieux préparées à les accueillir. Ces deux facteurs expliquent que la réintégration est davantage apparue comme un problème plutôt qu'une solution. CENAP 2008 sur 50-53. Enfin, la troisième raison est que la réintégration, le R de l'acronyme, en tant que processus par lequel les ex-combattants ont été préparés à regagner la vie civile, a été organisé dans une logique néolibérale de marchandisation des services de réintégration et de réinsertion sociale. Cette marchandisation n'a pas permis de penser le combattant comme un acteur indispensable de la paix politique et sociale, au Burundi. En raison de l'absence d'une évaluation ex-ante de la marchandisation des services de réintégration, la Commission nationale de DDR et ses démembrements provinciaux se sont vite transformés en organes de courtage avec les acteurs du monde privé et associatif. Beaucoup d'associations ont ainsi vu le jour dans l'unique but de drainer la rente destinée à la réintégration, CNDDR 2008. Ainsi, l'hétérogénéité des combattants, leur expérience professionnelle disparate, tout comme celle des acteurs du processus DDR, l'insuffisance des kits de réintégration, les longues procédures de décaissement et l'absence d'appropriation des structures institutionnelles locales, Guénen 2008 sur 129-150, Douma et Al, 2008 sur 30, n'ont pas permis un vrai retour à la vie civile. Beaucoup d'ex-combattants ont été obligés d'utiliser le kit de réintégration pour la survie quotidienne. Si les rapports du programme MDRP et les recherches effectuées sur la question de la démobilisation et de la réintégration souligne le succès du processus DDR, il n'est en réalité probant que sur le plan technique, Douma et Al, 2008. Les données statistiques riches et très évocatrices dissimulent les intentions cachées des acteurs locaux. Les entrepreneurs politiques en ont profité pour en faire leur cheval de lutte politique. À ce propos, la création de la journée du combattant au sein du CNDD-FDD depuis 2008 et de manière officielle le 16 novembre 2012, Agence PANA 2008, Iwaku Web TV 2012, est intimement liée à la pérennisation d'une mémoire combattante. Cette journée, qui a été mise en place par le parti présidentiel, n'est pas la célébration des bienfaits de tous les combattants burundais, mais s'adresse seulement au CNDD-FDD. Sur le plan de la symbolique politique, il s'agit d'un acte de remobilisation des anciens FDD, qu'ils soient démobilisés ou actifs au sein de la FDN, de la PNB et du SNR, pour leur rappeler que la guerre reste une éventualité au regard des changements de l'environnement politique, Iwaku 2013. 2.3. Les comités mixtes de sécurité, impliquer tout le monde ou diluer son rôle? L'audit commandité par la Direction générale de la PNB en 2009, Ministère de la Sécurité 2009, conformément à l'esprit de l'accord d'Arusha qui avait posé la nécessité d'une police communautaire, a conclu que les réformes entreprises devraient être orientées sur la mise en place d'une police de proximité. Les apports de la communauté internationale ont été justement d'appuyer le processus de la réforme aussi bien dans la réflexion sur les tâches de la police de proximité, et surtout dans la mise en place des comités mixtes de sécurité comme fondement de ce régime de sécurité fondé sur la proximisation de la police, CTB 2009, Guise 2009. Dans la forme, ces comités mixtes de sécurité qui comprennent toutes les franges de la population, chefs de colline, chefs de zone, administration communale, forces de défense et de sécurité, magistrats, associations de la société civile, anciens combattants, etc., étaient idéalement des acteurs de proximité susceptibles de constituer un cadre d'alerte et de prévention de l'insécurité. Cependant,
Face à une opinion grandissante au sujet de la miliciarisation de la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD, Mbazumutima et Manirakiza 2015, le ministère de l'Intérieur et celui de la Sécurité publique ont émis une ordonnance conjointe qui non seulement intime l'ordre de mettre en place des comités mixtes de sécurité humaine, CMSH, mais aussi trace les contours de leur mission. Les analystes y ont vu un investissement qui ne pouvait conduire qu'au remplacement des forces de l'ordre dans leur mission de surveiller, protéger et punir, Ngabir 2015. Pourtant, les partenaires techniques et financiers investis dans l'appui de la police ont continué à croire que ces CMSH constituaient un cadre de mise en œuvre de la police de proximité, jusqu'à la situation politique volatile d'avril 2015 qui a dévoilé leur vraie nature. En effet, depuis leur institutionnalisation, il était devenu difficile de dissocier le travail de la police de celui des jeunes du parti ayant légitimement investi les CMSH, Madairisha 2014. Ainsi la participation au comité mixte de sécurité semble de plus en plus constituer le lexique justifiant les exactions menées par les jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD, Nibijira 2017, Amnesty International 2014/28. Ces jeunes ont, dans la quasi-totalité des provinces, joué le rôle dévolu à la police en arrêtant et punissant les populations locales en référence surtout à leur appartenance politique Bahati et Al. 2014. Les plus zélés se sont adonnés aux raquettes des passants et à la traque des opposants, si bien que cela a débouché sur un vaste et continuel mouvement vers l'exil, AFP 2017, IRRI 2017/12. L'autorité publique, en brandissant le principe de la sécurité comme une affaire de tous, n'a pas manqué de saluer le travail fait par ces jeunes miliciens, pour reprendre la terminologie des Nations Unies, et de fustiger les exilés, arguant qu'ils fuyaient la paix, Perdekova 2016. Il a été constamment observé, au sein des acteurs de sécurité, surtout la police et les services de renseignement, une tendance à libérer plus d'espace d'action au profit des jeunes militants du parti au pouvoir, Nibijira 2017, CENAP 2014. 3. Vers des forces de sécurité politisées, gouvernement, opposition et société civile à l'œuvre. Dans leur ouvrage Politico-Larmise, Kees Koning et Dirk Kuyt nous renseignent que les armées politisées voient rapidement les partis politiques en compétition comme des vecteurs d'instabilité et l'opposition à la quête du pouvoir comme une trahison envers l'État et la nation. Koning et Kuyt 2002/1. Cette approche comparative des armées politisées permet de comprendre, à partir des positions des acteurs gouvernementaux, de l'opposition et de la société civile, l'exploitation des limites mentionnées précédemment pour asseoir des forces de défense et de sécurité de plus en plus repolitisées. Nous fondons notre argumentation sur les événements survenus depuis le 26 avril 2015. 3.1. Les positions gouvernementales et du parti au pouvoir. Mis à part le verrouillage de l'espace politique observé depuis la fin des élections générales de 2010, Human Rights Watch 2010, et la volonté du parti au pouvoir de faire sauter le verrou du système consociatif issu de l'accord des apostrophes. Arusha ICG 2012/12-13. La crise préélectorale de 2015 a révélé des divisions au sein des forces de sécurité et des prises de position par les gestionnaires politiques et techniques qui cachent mal l'entreprise de leur repolitisation. 3.1.1. Manifestation de 2015 et commandement à deux vitesses, au sein des forces de sécurité. Si de manière moins ostentatoire les doublons de commandement se sont manifestés au sein des corps de sécurité, depuis les premiers moments de la mise en place de la FDN et de la PNB, à l'instar de la crise ayant secoué l'armée après les massacres de Muyinga en 2006 ou encore du faux coup des apostrophes, État de 2009 ou Ilen et Al, ils se sont amplifiés avec la crise préélectorale de 2015, laquelle fut marquée par des manifestations contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza, la tentative de coup d'État, la répression qui s'en est suivie ainsi que la proclamation des mouvements rebelles à la solde des opposants. En principe, au regard de la loi, seule la police est habilitée à maintenir et rétablir l'ordre public. Pourtant, depuis le 21 avril 2015, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général-major Poncien Gassioubenj a pris le devant de la scène pour annoncer que, sur réquisition, l'armée était prête à intervenir afin de résister aux détracteurs de la paix,
AFP 2015. Cette déclaration a ainsi permis à l'armée d'intervenir dans la fraîcheur des événements, sans la réquisition décrite à l'article 249 de la Constitution. Une voie qui a ouvert la boîte de Pandore des commandements parallèles au sein et des trois corps comme entre eux. L'intervention de l'armée le 2 mai 2015, au lendemain d'une attaque à la grenade sur une patrouille à Kamenge, quartier nord de la capitale Bujumbura, fut à ce titre emblématique. Sans que cela ait pu préalablement faire l'objet d'une enquête, le ministre de la Sécurité publique d'alors, Gabriel Nizigama, avait martelé au cours d'un point de presse tenu le lendemain de l'attaque, que les manifestants étaient désormais vus comme des malfaiteurs, des terroristes et même des ennemis du pays. Dans la même soirée, son homologue de la Défense nationale et des anciens combattants, Poncien Gassi-Ubvenge, avait demandé que cesse la violation des droits constitutionnels des Burundais et s'inscrivait en faux contre la répression annoncée par son collègue de la sécurité publique, Madairisha 2015/14. Au-delà des contradictions que renferment ces deux discours des responsables au sommet des forces de sécurité, les faits montrent que les positions prises par les deux autorités se sont répercutées sur le fonctionnement au sein des structures opérationnelles. Les policiers ont brillé par la gâchette facile, Human Rights Watch 2015, tandis que les militaires ont fait preuve de beaucoup de retenue dans l'entreprise de répression des manifestations. Mais au fond, c'est le sens même de la neutralité constitutionnelle des corps de sécurité qui fut écorné. La Constitution dispose que les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leur mission. Constitution 2005, art. 256. Or, avec les deux discours et les actions des exécutants sur le terrain de la gestion des manifestations, c'est comme si la neutralité des forces de sécurité revêtait désormais deux conceptions. L'une signifiant ne jamais hésiter d'agir devant les injonctions du pouvoir politique, pour les policiers, l'autre rappelant qu'il ne faut jamais s'impliquer dans les conflits politiques, pour les militaires. Durant ces manifestations, l'on a assisté à des scènes où les militaires empêchaient aux policiers de s'en prendre violemment aux manifestants, AFP 2015. Le paroxysme a été atteint lors du coup d'État manqué du 13 mai 2015. Certains militaires ont répondu aux appels des manifestants sur le respect de l'ordre constitutionnel, tandis que d'autres ont défendu bec et ongle le régime en place. L'épisode de la destruction des médias privés et de la chasse des mutins blessés acheminés à l'hôpital Boumerek, RFI 2015, reste emblématique de la crise du commandement ou du commandement en crise au sein des forces de sécurité. 3.1.2. La répression du coup d'État manqué et la mise en scène de la repolitisation. Tout en révélant des failles de loyauté dans le commandement, la tentative de coup d'État a conduit à une répression ouverte à l'encontre des militaires et policiers putschistes. S'il s'avère normal qu'au moment des faits, les militaires impliqués dans le putsch aient été arrêtés par les forces loyalistes, c'est la répression qui a suivi qui justifierait la repolitisation de l'armée et de la police. Cette repolitisation semble avoir pris 4 formes en prenant le contre-pied de la logique ayant présidé à la formation des deux corps. D'abord, des changements à la tête de l'état-major général, des brigades et des unités ont été opérés, et les officiers, surtout d'anciens FAB soupçonnés d'être de mèche avec les putschistes, ont été systématiquement remplacés. Cabinet du président 2015, ministère de la Défense 2016, Lafon 2016. Des mutations en dehors de la capitale Bujumbura ont ciblé les militaires, officiers et sous-officiers appartenant aux anciennes FAB. Pour les mêmes raisons, de nombreux militaires ex-FAB appartenant à la Brigade spéciale de protection des institutions, BSPI, ont été remplacés par leurs collègues issus des ex-FDD. En mettant à la tête de ces unités des gens dévoués, cette opération a permis de mieux contrôler l'armée par des canaux en déconnexion avec le haut commandement. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire des forces de sécurité burundaises, des militaires et des policiers sont enlevés par leurs frères d'armes, Focode 2016. Le coup d'État manqué, pourtant salué comme salvateur par les manifestants s'opposant au troisième mandat, a eu pour effet politique, mis à part la répression, la violation d'une règle implicite selon laquelle le ministre de la Défense et le chef d'état-major général de l'armée représentent chacun une composante ethnico-politico-militaire, c'est-à-dire que si le ministre est un ex-FAB Tutsi,
le chef d'état-major général devient un ex-PMPA Hutu, AFP 2009. Les deux figures, conformément à la Constitution, ne doivent pas afficher publiquement leurs opinions politiques. Or, le nouveau ministre de la Défense Emmanuel Ntaom-Vukiye, qui est un civil, est aussi officiellement un membre du CNDD-FDD. Même si beaucoup pensent que les décisions importantes sont prises à un autre niveau, auquel accéderait difficilement le ministre Ntaom-Vukiye, en référence notamment au cercle des généraux ex-FDD, CNRED 2016, il incarne politiquement la figure de rupture du contrat politique entre les ex-FAB et les ex-PMPA, et son avènement marque la mise en scène d'un contrôle subjectif prononcé du parti CNDD-FDD sur les corps de sécurité. Enfin, il a été observé graduellement une mainmise du parti au pouvoir ainsi que des différentes oppositions sur les corps de sécurité. Celle-ci a été d'abord mise en scène, à travers la gestion à deux vitesses des manifestations publiques avec une police manifestant quasiment avec les membres du parti ainsi que par la présence des hauts cadres de l'armée dans les activités du parti au pouvoir, tant au niveau national qu'au niveau périphérique, Rufai-Kiri 2016 sur 21-24. Ensuite, les attaques rebelles des 10 au 13 juillet 2015 et les incursions dans les camps militaires à Bujumbura les 11 au 12 décembre 2015 ont impliqué les anciens hauts gradés de l'armée, en l'occurrence ceux qui avaient pris part au putsch manqué de mai 2015. En outre, des attaques ont été menées sur 3 camps militaires à Bujumbura les 11 au 12 décembre 2015, et les sources au sein de l'armée reprises par la RTBF ont souligné l'existence de relais au sein des camps attaqués, RTBF 2015. Bien évidemment, plus symbolique a été la célébration de la victoire des militaires sur les assaillants, organisée par le parti au pouvoir à travers tout le pays. Tous ces faits ont ravivé une mobilisation sociale sur les réseaux sociaux, rappelant à la neutralité et à la professionnalisation des corps de sécurité. Mais c'était ignorer que cette mobilisation était aussi une autre forme de repolitisation, au regard des positions prises sur la question du troisième mandat, qui a entamé la neutralité et la professionnalisation des acteurs de la sécurité. 3.2. Mobilisation de la société civile, un appel à la dépolitisation qui re-politise. Tout en rappelant qu'elle se fait aussi le reflet de l'histoire politique du Burundi contemporain, ancrée dans les clivages ethnopolitiques, la société civile s'est mobilisée au sein du mouvement Halte au troisième mandat, afin de rappeler à la communauté nationale et internationale la nécessité pour les forces de sécurité burundaises de rester républicaines, neutres et professionnelles. De fait, si ces dernières prônent la dépolitisation, leurs actions charrient néanmoins sur le plan de l'analyse politique une autre forme de repolitisation. 3 moments observés durant cette période de haute tension permettent d'illustrer la nouvelle donne. L'héroïsation du caporal Euphrem Habyarimana lors des manifestations, la mobilisation contre l'envoi dans les missions de paix du personnel des forces de sécurité qui seraient impliquées dans la répression des manifestations, et enfin la mobilisation pour le retour des troupes en opération extérieure. 3.2.1. Euphrem Habyarimana, le héros militaire de la société civile engagé contre le troisième mandat. Avant les manifestations débutées le 26 avril 2015, le caporal Habyarimana est un personnage inconnu de la société civile et des manifestants. Envoyé comme les autres soldats pour empêcher que des manifestations contre la troisième candidature de Nkurunziza aient lieu dans le quartier de Musaga, au sud de Bujumbura, il s'est illustré par la fermeté dont il a fait preuve face à la répression menée par la police. Il a perdu la vie sous les balles des agents des services secrets le 28 avril 2015, Le Monde 2015. Ces meurtriers seront rapidement libérés, après leur arrestation par la foule en émoi. C'est ainsi que les organisations de la société civile, rassemblées dans le mouvement Halte au troisième mandat, ont érigé le caporal Euphrem Habyarimana en héros de la lutte contre le troisième mandat. Lors de son enterrement, ces organisations ont été mobilisées, et l'un des représentants s'est chargé de prononcer l'oraison funèbre. Sur les réseaux sociaux utilisés par les activistes de la société civile, la photo du caporal Habyarimana, avec les écriteaux « Halte au troisième mandat », est vite devenue le symbole de toutes les victimes de la répression. L'un des activistes de la société civile ayant participé à ce sacre, déclare
D'abord, d'un côté, c'était une façon de rappeler que la police s'était mal comportée pendant les manifestations. C'était dire qu'en face de cette police qui tirait sur les manifestants, on constatait un comportement professionnel louable. C'était notre manière de dire que nous soutenions ceux qui protégeaient la population. Ensuite, c'est la façon dont il est mort. Le caporal a été tué par des éléments du service des renseignements. Il est mort au moment où il protégeait la population, tandis que la police et le service des renseignements tuaient la population. C'était une façon de dire que nous étions fiers de son travail. La société civile exprime ainsi sa reconnaissance au caporal Habyarimana pour avoir empêché que les manifestants soient aux prises avec la police. En filigrane, la mobilisation autour de cette figure visait la mobilisation de l'armée contre le régime de Nkurunziza au nom des valeurs de neutralité et de professionnalisme. On le verra plus tard, dans sa plaidoirie devant les juges, le général-major Ndahirou Kiye, l'une des têtes de proue des putschistes, reviendra sur les agissements contradictoires soulevés par la société civile entre la police et l'armée dans la gestion des manifestations afin de justifier le coup d'État manqué du 13 mai évoqué plus haut, Manirakiza 2016. 3.2.2. La mobilisation contre l'envoi des forces de sécurité dans les missions de maintien de la paix. Au début des manifestations, sans que cela soit un produit de la concertation des manifestants sur les démarches de résistance à adopter, la société civile a été invitée à poster sur les réseaux sociaux les photos des policiers et des militaires qui s'illustraient dans la répression des manifestants alors qu'ils avaient été appelés à servir dans les opérations extérieures. En toile de fond, ces activistes faisaient un clin d'œil aux Nations Unies et à l'Union africaine pour marquer leur opposition sous les bannières de la paix, aux militaires et policiers impliqués dans les violations des droits de l'homme, ici le droit de manifester, dans leur pays. Le premier à avoir retenu l'attention fut Alfred Innocent Museremu, ancien commandant de la brigade spéciale roulage. Par ce premier cas, qui a justifié beaucoup de commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux Twitter et Facebook, les Nations Unies ont été interpellées sur la violation du droit constitutionnel de manifester par un des policiers S, ayant surtout servi sous ses drapeaux dans les missions de paix. Monsieur Museremu avait en effet servi au sein de la mission hybride des Nations Unies Union africaine au Darfour, MINUAD. La seconde alerte fut lancée sur un projet ONU-Burundi, d'envoyer en mission de maintien de la paix au Mali, Godefroy Hakizimana, l'actuel inspecteur général adjoint de la PNB. Ce dernier se serait illustré dans la torture et l'emprisonnement des manifestants dans des lieux secrets, contrairement au Code de procédure pénale. Sa candidature au poste de commandant adjoint de l'unité de police constituée à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, sera rejetée par la suite par New York. Si l'issue du cas Hakizimana est demeurée dans l'anonymat, celui du colonel Baratouza, porte-parole de la FDN, a défié la chronique. Gaspard Baratouza était préposé à la mission internationale des Nations Unies en Centrafrique, au poste de porte-parole adjoint de la force. Mais pour avoir annoncé 2 bilans contradictoires de la répression des assaillants, lors de l'attaque de 3 camps militaires des 11 au 12 décembre 2015, il a essuyé moult critiques et contestations des activistes de certaines organisations de la société civile considérant le déploiement en mission de paix comme une forme de gratification des militaires et policiers impliqués dans la répression. Le colonel Baratouza a été rapatrié avant d'arriver en RCA, Rinfroid 2015. Ce sort sera aussi réservé à 3 majors qui s'étaient d'eux-mêmes illustrés dans la chasse aux opposants, Madaïricha 2016. Sans entrer dans le débat sur la répression et les raisons du renvoi, il est clair que la société civile assume actuellement et plus que jamais le rôle de monitoring des exactions commises par l'armée et les polices burundaises. En somme, s'il s'agit d'un monitoring par ailleurs conforme aux prérequis de la gouvernance du secteur de la sécurité, Birantamij et Niyoniziguié 2014 sur 437-439, et qui constituerait un indicateur sérieux à la fois de la maturité des organisations de la société civile et de l'ouverture du champ sécuritaire burundais, le contexte politique et ethnique dans lequel évoluent ces forces de sécurité nous impose d'être prudents dans nos conclusions.
La situation actuelle montre plutôt que la position prise par ces organisations contre le troisième mandat participerait à la division des forces de sécurité burundaises. Les militaires et policiers qui se voient privés de ces missions alors qu'elles constituent une manne financière, Willen et al. 316 à 318, Brossig 2017, Birand Tamish 2015, ne manquent pas de nourrir un esprit de revanche contre la société civile étiquetée dès le départ comme porte-flambeau de la contestation du troisième mandat de Nkurunziza. Or les considérations et passions politiques autour de ce mandat ont entre-temps investi le champ des passions ethniques, Vircoulon 2016. La société civile ainsi que les militaires putschistes ont été affiliés à la communauté Tutsi, FORSC 2016/7, alors que ceux qui sont directement visés par le rapatriement sont majoritairement des militaires et policiers Hutus défendant un régime dominé par un parti majoritairement Hutu. Même si les Nations Unies et l'Union africaine faisaient préalablement appel à une enquête sur l'intégrité du personnel dans ce genre d'opération, le défi qu'une telle situation pose dans la gestion des corps de défense et de sécurité est que les soldats et policiers en mission de paix sont renvoyés non pas sur la base des allégations fournies par les gestionnaires desdites institutions sur place, mais d'après des rapports qui peuvent être élaborés sous le coup des passions politiques partisanes. L'interprétation et la propagande que l'autre partie, à savoir le gouvernement burundais, peut en faire constitue une ressource importante dans l'entreprise de politisation. 3.2.3 Le mouvement #BringBackOurSoldiers. L'autre manière de repolitiser les forces de sécurité? Un hashtag a fait le tour de la toile à la fin décembre 2015. #BringBackOurSoldiers, Ubwani 2016. Circonscrit dans le contexte politique burundais dominé par les certitudes ethnopolitiques, tendant à assimiler les organisations de la société civile opposées au troisième mandat à l'opposition politique et surtout à la communauté Tutsi, FORSC 2017/11-12, Feed League ITK 2016/40-41, 107, ce hashtag, initié en réaction au refus du gouvernement burundais d'autoriser le déploiement d'une mission de l'UA au Burundi pour protéger les populations civiles, aura constitué un autre ingrédient de repolitisation des forces de sécurité pour deux raisons principales. D'une part, le gouvernement a mené depuis le mois de décembre 2015 une campagne contre l'envoi des troupes de l'UA, qualifiées de troupes d'invasion, Nouvel Observateur 2015. Dans son discours, le chef de l'État a tenu à souligner qu'une mobilisation générale serait faite en soutien aux forces de défense et de sécurité, Mbazumutima et al. 2015, et des promesses de gratification via les opérations de maintien de la paix ont été conduites. Ce fut au moment où les organisations de la société civile nationale et internationale soulignaient les dérives du pouvoir aux allures génocidaires. Les opposants politiques, surtout les Tutsis, étaient dans l'œil du cyclone, Feed League ITK 2016. Pourtant, ces opérations de maintien de la paix avaient pu souder la solidarité interethnique en soumettant les militaires et ou les policiers au même danger. La crise a ressuscité les identités remarquables de base en suscitant le désir de renouer avec leur ancien groupe d'appartenance, ex-FDD versus ex-FAB, en se détournant des corps de l'armée et de police. D'autre part, les organisations de la société civile ont durci le ton vis-à-vis du gouvernement burundais et de ses forces de défense de sécurité, accusées de ne pas protéger les populations civiles. Ainsi, face au refus manifeste du gouvernement burundais de recevoir la mission de protection de l'UA, les organisations de la société civile réunies au sein du mouvement Halte au troisième mandat ont écrit une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour demander le rapatriement des troupes burundaises en opération de maintien de la paix. Le hashtag #BringBackOurSoldiers a été créé pour alerter la communauté internationale, afin de faire pression sur le gouvernement burundais. Par ailleurs, une note bien fouillée a été envoyée à la haute représentante de la diplomatie européenne, principale bailleresse de fonds de l'AMISOM, pour rappeler que payer au gouvernement les indemnités revenait à financer les crimes commis au Burundi, Rapred 2017. Pour ces organisations, les troupes burundaises ne peuvent pas continuer de sécuriser les Somaliens ou les Centrafricains au moment où leurs frères et sœurs sont tués tous les jours. Plusieurs raisons militent pour ce renvoi demandé.
La contribution des troupes renforce le régime en place dans sa dérive dictatoriale à travers les ingrédients discursifs qu'elle offre pour justifier ses agissements face aux opposants, et la manne financière constitue de plus en plus une source de revenus du régime et de gratification des forces de sécurité ainsi que des miliciens, organisations de la société civile, mouvement HALT au troisième mandat 2016, Rapred 2017 sur 8. Si de toute évidence, le retour des troupes mettait un terme à ces avantages matériels et symboliques, rien ne garantit qu'elles aient pu sécuriser les populations en danger. Toutefois, s'il advenait que ces troupes soient renvoyées de ces opérations de paix, il s'agirait de la part de la société civile et des organisations politiques d'un grand pas franchi dans la politisation de ces corps. Aux yeux de l'opinion, l'armée et la police, tout comme le gouvernement burundais, ne pourront plus, à l'avenir, se prévaloir de leur professionnalisme comme fonds de commerce de l'image d'un Burundi paisible. Par contre, avec la fin de la crise actuelle, le risque est grand que cela puisse constituer un précédent important dans le contrôle subjectif des corps de défense et de sécurité, Thiriot 2008 sur 31. Remarque conclusive. Ce chapitre retrace une conjoncture spécifique des nouvelles forces de sécurité burundaises depuis leur création en 2004. Au cœur de notre réflexion se trouvait la préoccupation de comprendre comment des forces de sécurité considérées comme la vitrine de la réussite du processus de paix pouvaient facilement sombrer, et dans la répression des opposants, et dans la rébellion contre l'État, en foulant aux pieds les principes au cœur de leur nouvelle identité, neutralité, apolitisme, professionnalisme. Il s'agissait également d'interroger le recours des acteurs politiques impliqués dans le conflit politique, qui entretiennent plus que jamais une nouvelle entreprise de repolitisation de ces forces de sécurité susceptibles d'influer sur le jeu politique. Ainsi avions-nous mobilisé l'approche socio-historique pour démontrer notre thèse centrale de succès de la réforme des corps de sécurité, et sa remise en cause observable à travers l'intense repolitisation consécutive à la crise politique et électorale de 2015. Si la thèse de Success Story est à nuancer au regard des forfaits commis par les forces de sécurité ayant émaillé la décennie post-guerre civile, et surtout au cours de l'année 2015, il revient d'inscrire ce succès d'emblée dans une analyse globale de l'après-conflit burundais. La paix relative observée au cours de la décennie 2005 à 2015 est pour bien des analystes le résultat des succès relevés dans l'intégration et la mise en œuvre des réformes des forces de sécurité ayant impliqué deux protagonistes représentant symboliquement les deux communautés, Hutu et Tutsi. En revanche, il n'est pas superflu de souligner qu'elles n'en sont pas moins une partie du mal qui ronge la société burundaise et qui perpétuerait les cycles de violence. La crise actuelle est aussi liée à la crise au sein de ces corps. Si le régime tient bon face à ces multiples oppositions, c'est parce qu'il a su contrôler concrètement l'armée, la police et le service national des renseignements. Le récent rapport des enquêteurs des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi indexe les corps de sécurité dans les crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre avril 2015 et septembre 2017. En interrogeant la crise qui traverse les forces de sécurité à l'aune de la crise politique qui mine la classe politique et la société de manière globale, nous permettons de constater que les grands moments de l'entreprise de réforme n'ont pas connu de succès. Et ce sont ces ratés d'un processus considéré comme le boosté de la mise en œuvre des autres réformes envisagées dans le cadre de l'accord d'Arusha, qui attestent des limites d'une approche que nous considérons comme trop technique. Il n'a pas été facile aux acteurs burundais et internationaux œuvrant dans ce genre de cadre logique, de veiller sur la dimension trop politique de la dépolitisation du secteur de la sécurité. En définitive, en partant du fait que la reconstruction de ces forces depuis l'implémentation de l'accord d'Arusha alimente le mythe d'un succès de l'intégration des frères ennemis, force est de constater que la crise politique en cours au Burundi alimente une entreprise de repolitisation impliquant à la fois le pouvoir, les oppositions et la société civile. Comme il sied de le souligner, chacun de ces acteurs active les stratégies à sa portée au grand malheur de la neutralité et de la professionnalisation, devant caractériser ces forces par ailleurs appelées à être des faiseurs de paix depuis la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, le 28 août 2000. L'implication des forces de sécurité dans la politique devient un vieux démon qu'on réveille.
Et rien n'interdit un retour plus remarquable à l'époque de la domination politique des acteurs en treillis. Bibliographie. AFP 2015 avril. Manifestation. Le gouvernement burundais avertit de faire intervenir l'armée. Disponible sur http://baroblik-10.paroblik-index.php/le-gouvernement-du-3-intervenir-le-armée-. Consultez le 28/4/2015. Agence PANA. 2008 novembre. Célébration d'une journée du combattant au Burundi. Disponible sur http://www.arib.info/index.php. Option = com-content esperluette do-pdf = un esperluette id = 441 /. Consultez le 11/12/2017. Alfieri, volume 2016, Le Palipeutu FNL au Burundi. Dynamique d'ethnicisation et de désethnicisation. Politique africaine, 169 à 190. Amnesty International. 2014. Burundi. Le verrouillage. Lorsque l'espace politique se rétrécit. Vati J. et al. 2013 septembre. Un bonnet raccouré. Radioscopie de la terreur. Disponible sur http://www.iwaku-burundi.org /un bonnet raccouré-radioscopie-de-la-terreur /. Consultez le 19/7/2017. Wall, N 2014. Leçon à retenir du processus de réforme du secteur de la sécurité au Burundi. Bulletin de la sécurité africaine 29. Luneti, page 2015 mai. L'armée, acteur clé au rang fissuré. Libération. Disponible sur http://www.liberation.fr/2015-2005-10-acteur-cle-o-rang-fissure-bas 130475 /. Consultez le 10/5/2015. Virantamige, G 2014. Crise de l'État et réforme du secteur de la sécurité au Burundi. Essai d'analyse de l'opérationnalisation de la notion d'appropriation locale. Bruxelles-Saarbrücken, U. Virantamige, G 2015. État fragile et intervention pour la paix en Afrique. Entre construction hégémonique et corruption politique. Le cas du Burundi. Inimui chez SK. Eoussi Édition. Gouvernance et sécurité en Afrique subsaharienne francophone, entre corruption politique et défis sécuritaires. Addis Abeba, UPEACE Programme Afrique, PLP 3360. Virantamige, G. Esperluetni Oniziguié, page 2013. The Construction of Civil Military Regimes Through the Governance of Security Sector in Burundi. INESCA. Eoussi Édition. Peace Building in Sub-Saharan Africa. Addis Ababa, University for Peace Africa Programme, pp 409 à 439. Brossig, Monsieur 2017. Rentier Peacekeeping in Neo-Patrimonial System, The Examples of Kenya and Burundi. Contemporary Security Policy 38 1, 1-21. Cabinet du Président de la République. 2015. Décret numéro 195e du 5/11/2015 portant nomination des cadres du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, et de l'état-major général de la Force de défense nationale. Bujumbura. Cameron, G 2015 août. Washington envisage de sortir le Burundi de l'Agora. Disponible sur http://www.rfi.fr/20afrique-2021-9-washington-menace-sortir-le-burundi-agoa-. Consultez le 19/8/2015. CENAP. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.